Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mardi 23 janvier 2024. On va vous accompagner jusqu'à 11h30 en direct bien sûr sur Canal Algérie. Et merci en tout cas à vous d'être là aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui dans l'émission nous parlons de couple, nous parlons de mariage. Et oui, le mariage n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Comment faire pour que le couple perdure et soit solide? On va essayer de vous donner des conseils, des clés en tout cas pour que tout se passe sereinement dans votre couple. Sur le plateau avec nous, Dr Amel Lahrache, elle est hypnothérapeute, et Madame Nawal Ben Saïd, elle est psychologue et psychologue de l'association Mashrou' Ousrati. Côté rubrique aujourd'hui, nous avons NutriSavvy avec notre nutritionniste Mohamed Mella qui nous parlera du Nutri-Score. Qu'est-ce que le Nutri-Score et pourquoi serait-il bon de l'adopter sur les emballages en Algérie? Et bien sûr, Wisher avec Wahida Salim Shrif qui nous parle de la Palestine, et ça sera en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. On prend le temps de s'installer et on commence. Alors, on rêverait tous de former le duo idéal avec notre conjoint en parfaite harmonie, exempte de heurts et de reproches. Mais nous nous laissons souvent emporter par des scénarios mettant en scène le couple parfait à travers leur œuvre fictive. Mais malheureusement, il nous faut affronter la rude réalité du quotidien, faite de déceptions, de querelles et de responsabilités parentales. Alors, le couple parfait existe-t-il réellement? On va le savoir aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Dr Amel Lahrache, vous êtes hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, merci pour votre invitation. Avec nous aussi Madame Nawal Ben Saïd, vous êtes psychologue de l'association Mashrou' Ousrati. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia, bonjour, ravi d'être avec vous. Alors aujourd'hui nous parlons du couple, le thème c'est le suivant, parcours conjugal du choix aux solutions. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il s'affichera tout au long de l'émission en bas de votre écran, donc n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91, 021 23 98 91. Alors comme je le disais, est-ce que le couple parfait existe réellement, Dr Amel Lahrache, oui ou non? Parfait, non. Mais le couple peut avoir une évolution qui l'amène vers ce qu'on appelle le couple conscient, le couple divin, des étapes d'évolution du couple qui permet aux deux d'être en harmonie. D'accord. Parfait, non, mais harmonie, oui, c'est possible. On peut dire que rien n'est parfait, et puis l'imperfection fait le charme de la chose, on peut dire. L'existence matérielle de l'être humain sur Terre est faite d'imperfection et d'amélioration. C'est-à-dire, si la perfection existait, on ne serait pas là. Exactement. Donc dans le choix de la personne qui va partager notre vie, on n'est pas obligé d'avoir la personne parfaite avec des exigences et tout ça. Donc le choix est important de la personne. Alors déjà, pour souhaiter quelqu'un de parfait, il faudrait être parfait soi-même. Oui, ça c'est la première chose. Chose qui n'existe pas, aucun être humain n'est parfait. Après, dans le choix du partenaire, il y a plusieurs mécanismes qui vont se mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit quelqu'un ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit quelqu'un? Il y a plusieurs théories, Mounia, qui parlent de qu'est-ce qui fait l'attirance et le choix d'un partenaire. Vous avez la théorie biologique qui va dire que je vais choisir un partenaire qui va assurer, pour une femme, un partenaire qui va être responsable, qui va assurer, pour un homme, une partenaire qui va perpétuer l'espèce. Il y a le choix qui va être le choix sociologique, c'est-à-dire que je vais choisir quelqu'un qui va être de mon milieu social, de mon niveau, etc. Vous avez la théorie psychanalytique qui va dire que je vais choisir quelqu'un qui va répondre à ce qu'on appelle mon image sociale, mon masque social, quelqu'un qui, comme on dit chez nous, c'est-à-dire quelqu'un que je vais présenter, l'imago en fait. Et vous avez la quatrième théorie qui est la plus retenue dans le choix du partenaire, c'est la théorie des blessures. C'est-à-dire que je vais choisir quelqu'un qui va, pour mon inconscient et inconsciemment, soigner mes blessures. Ça va être en quelque sorte, je mets ça entre guillemets, Mounia, comme un parent idéal. C'est-à-dire mon partenaire, ça va être quelqu'un qui va combler le vide qu'on a eu quand on était plus jeune, non?
le vide, les blessures, les schémas parentaux, les croyances. C'est pour ça qu'on parle comment on appelle ça, ma partie. J'ai trouvé ma deuxième moitié. Ma deuxième moitié, oui. C'est chose qui n'existe pas. Il n'y a pas une deuxième moitié d'un être humain. Mais c'est cette conception que l'autre va soigner, combler, remplir, réparer. C'est la théorie la plus retenue, c'est celle des blessures. Donc je vais choisir quelqu'un, les premiers temps, l'inconscient choisit. C'est lui qui choisit, c'est pas conscient ce qu'on fait. C'est pour ça que vous voyez des couples, vous dites comment ça se fait, ils sont ensemble, et puis la personne elle est dans les nuages. C'est la première partie, c'est la première phase de l'évolution du couple, ce qu'on appelle le couple romantique. Donc on s'est choisi, on est ensemble, tout est possible. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur les étapes ou après? Après, on va y aller crescendo justement, et on va parler aussi de l'association Mashrou' Usrati. C'est une association dédiée, on va dire, aux couples, aux parents aussi, parce que on va dire que vous accompagnez le couple pour qu'ils vivent sereinement la vie de couple et le mariage, et vous accompagnez aussi les parents parce que c'est Mashrou' Usrati, c'est le projet de ma famille. C'est ça, voilà. Oui. Donc le projet de ma famille, d'abord je voudrais... On a déjà parlé sur le projet. Donc, alors le projet de la famille, c'est déjà le président de l'association, c'est le professeur Rabi Al-Abzouzi. Oui. C'est le professeur de l'enseignement supérieur, psychologue social et orientation familiale. Donc, on est dans le domaine. D'accord. On a beaucoup de buts dans l'association. Parmi les buts les plus travaillés, c'est la réhabilitation des conjugales. Donc, on travaille sur comment confectionner un couple. D'accord. Comment former le couple, justement, comment choisir, voilà, comment les orienter dans tous les domaines, c'est-à-dire le domaine psychologique, social. Alors, vous faites, on va dire, une sorte de formation. Une sorte de formation, exactement. C'est le but le plus important de l'association. On a beaucoup de buts à part ça, mais puisque c'est l'émission. Voilà. Justement, pendant la formation, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est les couples, c'est les deux partenaires qui sont sur place, c'est un groupe, ça se passe comment? Ça dépend. Des fois, en général, c'est la femme qui demande, qui demande d'améliorer son couple, qui demande des conseils, C'est plus les femmes qui sont en demande justement de conseils pour essayer d'arranger le couple, d'améliorer. C'est toujours les femmes qui demandent ou C'est pas c'est toujours les femmes, mais en général, l'association, on reçoit beaucoup de femmes. Plus de femmes que d'hommes. Des fois, on reçoit des couples, mais ça va. Au bout d'une, deux séances, ça va. On peut régler quelques difficultés. Sinon, une thérapie de groupe, ils parlent comme ils veulent. D'accord. Voilà. Et est-ce que les hommes aussi, en général, pourquoi c'est toujours les femmes? Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est les femmes qui sont là à essayer d'arranger les choses ou à essayer de faire des sacrifices pour que le couple marche. Ou les hommes, on a l'impression qu'ils sont là parce qu'ils sont là et puis voilà. Ou est-ce que les hommes aussi s'impliquent beaucoup, mais d'une autre façon? En fait, je suis d'accord avec ma consoeur, oui, c'est plus les femmes qui font cette démarche, cette demande. C'est un peu constitutionnel de la femme. Le féminin, le féminin va être rassembleur, réparateur, soignant, etc. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas. Il y a des hommes qui font la démarche pour leur couple, au conseil. Je vous parle de mon expérience. Il y a des hommes qui vont conseiller à leurs épouses d'aller voir, de consulter. Mais généralement, c'est la femme, c'est un peu ce qui fait le féminin, F majuscule. D'accord. Et c'est pas que les hommes ne font pas d'efforts, ce qu'ils font est différent. Un homme et une femme, c'est pas pareil, on le sait. Sinon, il y aurait pas le couple, il n'y aurait pas le féminin et le masculin, c'est pas pareil. Mais ils ont leur façon si vous voulez, prendre soin du couple ou de faire des démarches. Est-ce qu'on peut dire que le couple, est-ce qu'on s'accomplit par le couple? Je veux dire, est-ce que le couple est le lieu de l'accomplissement personnel? Parce qu'on le voit en général, ça débute dès l'éducation avec les enfants, où oui, ou joke, ou là quand tu seras grand mon fils, on te mariera et tout ça. Donc on a un objectif, c'est l'objectif des parents avec leur enfant, l'objectif de la vie, c'est de se marier. Donc pour s'accomplir, il faut se marier. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu changer les choses? Bien sûr. Pour un peu diminuer cette pression, parce qu'on a tous l'impression qu'on a cette pression sur le dos, pour s'accomplir, il faut se marier et avoir des enfants. C'est une source de déception. Oui.
Croire que le couple règle tous les problèmes. Ou remplit ou fait, c'est une grande source de déception et c'est une grande source de conflit de couple, justement. Parce qu'en fait, l'accomplissement est interne, il n'est pas externe, il ne vient pas d'éléments qui viennent de l'extérieur. On ne peut pas demander à un être humain de nous régler nos problèmes de vie, notre état émotionnel interne, nos blessures, sauf si c'est un thérapeute. Mais on ne peut pas demander à un mari ou à une épouse de me soigner. Et si on part avec le principe que lorsque je vais me marier, je vais vivre, je vais faire, je vais voyager, je vais, ah ben c'est qu'on se prépare à une belle déception et à beaucoup de conflits. Oui, exactement. Voilà. Justement, pendant les formations, est-ce que les couples, justement, vous le disent, que voilà, on croyait s'accomplir à travers le couple? Comment que ça se passe? Non, avant que le couple soit formé déjà, on reçoit les femmes, d'abord les fiancées, comme ça. Elles demandent des conseils. Elles demandent des conseils, comment est-ce que je vais vivre avec un homme que je ne connais pas, dans le côté où même elle le connaît, mais elle n'a pas, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle... Même si on connaît une personne, une fois qu'on vit avec la personne, on découvre pas mal de choses qu'on a peut-être cachées pour plaire au premier abord, donc on cache certaines choses, et puis dans le quotidien, on ne peut pas toujours mettre ce masque. Bien sûr, au bout de 4-5 mois, le masque tombe et on est affronté à une réalité. D'accord. Une réalité, voilà. C'est là où on est un petit peu déçu voilà, on commence à chercher des conseils, on va voir des psychologues, des spécialistes ou aller voir aussi avec la famille. C'est pas toujours bon de demander conseil à la famille. C'est bien de demander, mais puisque tu vas te marier, c'est que voilà, tu l'as choisi, c'est à toi d'assumer. C'est à toi d'assumer. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir que nous a préparé notre collègue Yasmine Belhidja. Et on se retrouve tout de suite après pour développer notre sujet. D'accord. Ça, c'est mon épouse. Ça fait 45 ans qu'on est mariés. Il faut se supporter. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. Il faut discuter, il faut de la concertation, déjà d'une. Il faut parler, il faut se faire comprendre. Et pour un oui, pour un non, bien sûr, ça en arrive. Nous, les Algériens, on a un peu le chaud. Une infraction de seconde, on s'allume pour rien. Mais après, il y a le regret. Derrière, on s'est dit, ah merde, je me suis comporté un peu mal avec ma femme ou avec mon voisin, et ainsi de suite. Donc, il faudrait s'apaiser un petit peu. Il faut être tolérant. La tolérance. Ça nous arrive de se disputer un petit peu. Mais bon, après, ça dure 2 secondes. Une infraction de seconde, il s'est oublié. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord considérer sa partenaire comme son meilleur ami. Donc il faut parler, il faut communiquer, c'est très important. Et puis il faut savoir pardonner. Il ne faut pas s'arrêter sur chaque détail, sur des futilités. Et puis il faut éviter de agir ou de prendre des décisions dans les moments de colère. لازم تسمح بحقك هذه الرساله الاولى اوخي ماشي باسكو تاع زعما انت على بالك عندها الحق tu veux pas lui donner الحق alors شو زعما تزبط على واحد عندها الحق عطي لها الحق faut s'armer de patience pour que ton couple réussisse. Pour les conflits, pour moi la sagesse, c'est un petit peu on peut dire c'est le meilleur moyen, la sagesse. Et faire pour moi, si l'entente n'arrive pas à mettre ses limites, pour moi de faire participer, faire impliquer les gens qu'on fait confiance, tels que les premiers, les parents, là pour moi les parents ou les plus proches qui sont connus par leur sagesse. Alors voilà, on a eu pas mal de réactions, différentes réactions de différentes personnes. On a eu d'abord le premier couple qui disait nous on a le sang chaud et puis voilà. 30 ans de mariage. 30 ans de mariage, oui. Ça change quelque chose, le fait d'avoir 30 ans de mariage? Moi je suis agréablement surprise par les commentaires. C'est génial parce qu'en fait on a l'impression qu'on a 2 générations qui parlent du couple. Entre guillemets, je mets l'ancienne génération et la nouvelle génération qui a l'air... C'est le niveau de conscience en fait qui change et c'est tout à fait normal. L'être humain évolue et heureusement pour nous, notre niveau de conscience change. Et là, on a l'impression que le niveau de conscience de la nouvelle génération est plus ouvert vers ce que c'est qu'un couple. Parce que j'ai entendu, on se supporte.
Oui. Dans un couple, pour le premier couple, On se on n'est supporte, pas là oui. pour se supporter, supporter. on est là pour se connaître et se découvrir, on est là pour se soutenir, on est là pour faire un chemin ensemble. Et faire un Notre bout de vie oui, ensemble. Là. ensemble, C'est pas pour exactement. se supporter, parce que si on doit se supporter, c'est un peu mal barré. Là, c'est voilà, exactement. Et il y a un peu ce côté, on a parlé des hommes, vous voyez, il y a deux jeunes hommes qui disent oui, si je dois dire qu'elle a raison, je le dirai. Voilà. C'est un niveau de conscience Voilà, complètement différent. c'est une bonne chose aussi. Oui. Bah, en général, les hommes ont du mal à dire oui, finalement, tu as raison. Hein. T'as raison, voilà, vous allez demander pardon ou bien. Oui, on a plus de mal à ça. Et il y avait aussi un commentaire qui disait sa meilleure amie ou son meilleur ami. Oui. Est-ce qu'on peut considérer son partenaire, son conjoint, sa femme comme sa meilleure amie ou son meilleur ami? Tout à fait. Oui ou non? Si on suit les étapes d'évolution du couple. Comme je vous ai Oui. dit, la première étape, c'est le couple romantique. C'est là, on s'attire, on Tout pense va que bien, tout va bien, voilà, on est on est plus sur fort un nuage. que tout le monde. La deuxième phase, c'est la phase du couple conflictuel. C'est là que, comme vous l'avez dit, le masque tombe. C'est pas qu'il tombe, c'est que je me rends compte que finalement, c'est pas mon sauveur, c'est pas mon parent idéal. C'est normal hein, pour tous les couples. Et c'est là qu'il y a les conflits. C'est dans cette phase qu'il y a beaucoup de conflits et c'est là le risque entre guillemets pour le couple, qu'il y ait séparation ou plein de choses qui puissent arriver. Et parce qu'on est censé arriver à la troisième, qui est la phase de couple conscient. Il y en a plusieurs. Hein. La troisième, c'est le couple conscient. C'est là que l'autre devient notre ami. D'accord. C'est l'autre devient notre partenaire, notre compagnon dans la vie. C'est D'accord. possible, bien sûr que. Donc, 3, il n'y a pas une il y a quatrième? 5 étapes. 5 étapes? 5 étapes. Donc le couple romantique, conflictuel, conscient, le couple créatif, et on finit par le couple divin. C'est vraiment tout a été soigné, Donc, c'est idéal. l'idéal. Donc, très le couple rare. parfait peut exister. Mais après, c'est 4 très étapes. rare. Beaucoup de travail sur soi-même, Voilà, chacun de son exactement. côté, énormément. Si on arrive au conscient, c'est très bien. Si on arrive au couple créateur, c'est excellent. encore mieux. Parce que le créateur, c'est deux personnes qui vont faire quelque chose, non seulement pour leur couple, pour leur famille, mais pour la société, D'accord. pour les autres, pour l'humanité. D'accord. Même la génération, leur génération, Tout à fait. monte, Non, même pour les enfants, ils donneront le meilleur exemple pour les enfants. Voilà. Les enfants et la génération, Et comme la génération. vous l'avez dit, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont changer, entre change. guillemets, l'humanité. Ils vont. Il y a des couples qui disent souvent, nous, on s'entend très bien, il n'y a jamais eu de conflit entre nous, tout va bien. Est-ce que ça existe réellement ou c'est faux? Est-ce qu'on peut avoir, vu qu'il y a une étape conflictuelle, on va dire, est-ce qu'on peut dire qu'un couple qui n'a jamais eu de conflit, c'est un couple qui va bien, qui est en bonne santé? Non, Oui. je ne pense pas, non. 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 C'est pas que je ne pense pas, c'est sûr. Dans le couple, il y a des hauts et des bas qu'il faut gérer, qu'il faut améliorer, qu'il faut savoir, parler, mais ça n'existe pas. Ça n'existe Non, pas. ça En n'existe pas. dessous, C'est des comportements différents, c'est des personnalités différentes. C'est C'est pas fou. possible. Alors c'est forcément une des deux parties qui est en train de Qui prend prendre. sur elle. sur Il y a ce- anguille sur roche. C'est une partie qui prend sur elle, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc, au lieu pour éviter les conflits, on fait de notre mieux, mais Bien sûr. Il faut on travailler. arrive à un point de rupture à un certain moment, à force de prendre sur nous, à force de se dire, ok, Bien c'est sûr. pas grave, je laisse passer, c'est pas grave, il était énervé, ou là, elle était énervée, ou là, ceci, cela, enfin, ça peut avoir plusieurs choses, Facteurs, donc ouais. plusieurs facteurs, et puis, mais il arrive un jour que ça explose. C'est bon, ça explose, le verre déborde, comme on dit. La goutte déborde du verre. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, si tout va bien dans votre couple, c'est pas normal. C'est pas S'il n'y a normal. jamais eu de conflit, s'il n'y a jamais eu de dispute, alors dispute et conflit, est-ce que c'est la même chose déjà? Il y a une différence. Oui, Alors bien déjà, une différence entre conflit et violence. Oui. Alors le conflit, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. On n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à un sujet. Seulement, on est à égalité. C'est-à-dire, on peut échanger, on peut en parler. La violence, c'est différent. C'est-à-dire qu'un prend le dessus sur l'autre. Donc, Là, c'est la dispute. C'est associé à la violence, la dispute? la violence, c'est l'autre qui prend l'ascendant sur l'autre. Ça peut être physiquement, ça peut être verbalement, Psychologiquement, émotionnellement, psychologiquement. Le conflit, non, c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord ou une thématique sur laquelle on n'est pas d'accord et on peut échanger. Que ça soit dans la dispute, que ça soit dans la fuite, etc. Donc faire la différence. Après, vous avez les conflits, ce qu'on appelle les conflits ponctuels et les conflits chroniques. Les ponctuels, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Entre amis, ça existe, entre parents, ça existe. Le conflit chronique, c'est un conflit qui va se perpétuer, qui va se répéter et qui va se répercuter sur le couple, sur la communication. Le couple va communiquer de façon de plus en plus négative, il y a des reproches, il y a des mots utilisés qui sont blessés. L'autre va se retrancher sur sa position, on tourne en rond.
et le couple est remis en question. C'est là qu'on parle de conflit de couple. C'est quand ça devient chronique et ça se répercute sur le couple. Il y a aussi des disputes qui commencent pour un rien. Oui. Pour un verre qui n'a pas été rincé et remis à sa place, pour une petite fourchette qui n'a pas été mise là où il faut, dans sa place, dans le tiroir et tout ça. Ce n'est pas forcément ça qui a déclenché, enfin, c'est pas forcément ça le fond du problème, pas la fourchette, le verre ou je ne sais pas quoi, ou des chaussures qui n'ont pas été rangées. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. En fait, vous parlez des causes, des causes des conflits. Comment? Vous parlez des causes Voilà, des conflits. exactement, Alors, c'est les causes des conflits. Vous mettez en face de vous un iceberg. Vous avez les parties visibles et vous avez les parties invisibles, profondes. Les causes visibles, c'est l'éducation des enfants, c'est les tâches ménagères, c'est l'argent, c'est la famille, c'est la communication et c'est la sexualité. C'est les Ça, difficultés. Voilà. Les causes. Voilà, c'est les causes visibles. Mais les vraies causes, 6 fois sur 7, Mounia, ce sont des causes invisibles. Ce sont des causes profondes qui sont liées à la vie, à la vie personnelle, à l'histoire de vie de la personne qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc, c'est bas, comme on dit, c'est bas la vaisselle, c'est bas les enfants, c'est bas la famille, c'est bas, etc. Voilà, c'est exactement. Donc il faut d'abord régler ses propres soucis, on va dire, ses propres soucis avant de reprocher à quelqu'un quelque chose qui ne le concerne pas au final, ou qui le concerne mais qui n'est pas censé. Voilà. Il n'est pas censé. Il n'est pas censé régler, tout à fait, en effet. Parce qu'avant de régler Mounia, il faut la prise de conscience. Il faut savoir, l'apprentissage, le savoir. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ou comprendre quelque chose si vous ne faites pas cet effort d'apprentissage et d'information. Déjà, il faut connaître qu'est-ce que c'est qu'un conflit de couple, quelles sont les causes de conflit de couple, comme on l'a mentionné ensemble, super visible et invisible. Mais une fois que je sais, comment faire? Comment faire? Parce qu'on ne va pas demander à tout le monde d'aller en thérapie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas possible de demander à tout le monde d'aller en thérapie. Humainement, il n'y a pas assez de thérapeutes pour ça déjà. D'abord, je vais commencer par qu'est-ce qui a causé, quand il y a un conflit, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais me calmer. Parce que je vais me prendre conscience que je suis en train de réagir sous l'effet des émotions. Il y a un conflit, c'est les émotions qui sont mises en jeu, ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il n'a aucune logique, il n'est pas du tout cartésien. Donc j'ai intérêt à me calmer. Quand je dis me calmer, me dire fais une pause pour l'instant, c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment d'évoquer le sujet. D'abord, faire une pause quand il y a un conflit, prendre le temps de prendre du recul, de se dire tiens, je vais en parler tout à l'heure. Après, se remémorer plein de choses. Si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut se remémorer lorsqu'il y a un Par conflit. exemple, justement. Alors, la première chose à se remémorer, c'est qu'on est 2, mais en fait, on est 4. On est 2, mais en fait, on est 4. Oui, on est 4. On est 2 adultes, mais il y a 2 enfants. D'accord. C'est-à-dire, il y a une histoire personnelle. Dans chacun d'entre nous, il y a un enfant qui a eu son histoire de vie. Et vous serez d'accord avec moi que c'est pendant l'enfance qu'il y a tout plein de choses qui se passent. Donc, je me rappelais qu'on est 4, même si on est 2. Deuxième chose, se rappeler que le conflit, ce n'est pas la fin du couple. Savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux aller vers la rupture ou est-ce que je veux aller vers la solution? C'est l'intention que je mets dans le conflit. Troisième chose, me rappeler que ce sont des stades d'évolution, que le couple évolue, c'est normal que je passe par là, parce que je peux arriver à autre chose. Quatrième chose dont je peux me rappeler, Mounia, c'est les langages de l'amour, parce qu'on oublie souvent que l'autre nous aime. Mais il a à sa façon. Tout à fait. Les langages de l'amour, il y a 5 façons de dire à l'autre que je l'aime. Donc, je me rappelle qu'il y a des langages différents. C'est pas forcément qu'il me fasse des cadeaux qu'il m'aime ou qu'elle me dise je t'aime qu'elle m'aime. Il y a 5 façons de dire je t'aime. Il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité, il y a les câlins, il y a les services rendus, il y a les mots valorisants. Donc chacun a sa façon de dire je t'aime. Une autre chose qu'on peut faire, Mounia, c'est d'éviter le tu. Qui tue. Le tu qui tue, c'est je parle à mon nom, je ressens, j'ai l'impression. J'utilise le je qui joue. Et ensuite, au lieu de dire tu as fait. Comment on fait? J'arrive pas. Lorsque ça s'est passé comme ça, j'ai ressenti ça. Lorsque je en parler. Voilà. Lorsque, par exemple, tu oublies de faire la vaisselle, ça me rappelle quand j'étais petite ou j'étais petit, ou lorsque tu me demandes de faire la vaisselle, moi je pense à ma maman qui ne le faisait pas. Je. D'accord. Vous voyez un petit peu. On s'incrimine soi, on n'incrimine pas forcément l'autre. C'est ça? Si la prise de conscience. Oui. Si elle est consciente de ce qu'elle fait, c'est que ça va. Ou là, le contraire. Le contraire pour le mari. De toute façon, si je vous dis, tu m'as dit ça, Mounia. Tu m'as dit la dernière fois, tu m'as dit ça. Regardez l'effet que ça vous fait.
Par contre, si je vous dis, Mounia, tu sais, l'autre fois, je t'ai appelé, j'aurais voulu que tu sois là pour que tu puisses m'accompagner. Je serai moins dans la défensive. Voilà, Tu m'écouteras. Voilà. C'est un peu D'une la autre grande façon. différence. Et ensuite, quand on utilise le tu, il faut se rappeler de certaines choses. C'est que le conflit a des raisons conscientes et inconscientes. Les inconscientes sont les plus nombreuses. Et revenir à prendre soin de l'autre, Mounia, se rappeler que notre partenaire, on l'a choisi, que c'est un partenaire de vie et que ce n'est pas mon ennemi, contrairement à ce qu'on nous dit. Je ne sais pas si vous avez croisé ça, vous. Oui. Oui, c'est une expression qu'on dit souvent. C'est On une dit souvent. croyance fausse. C'est une croyance qui a été ancrée. Alors, l'épouse ou l'épouse n'est ni une maman ni une sœur, l'époux ni un papa ni un frère, ni un ennemi ni une ennemie. Hein. C'est un être humain à part. Oui, exactement. Et justement, pendant les formations, est-ce qu'il y a déjà en route aujourd'hui une formation Fimshrour Osrati? Oui, on est en train de faire des formations. C'est tous les combien? Comment on s'inscrit? Comment que ça se passe? Bon, voilà, la carte, c'est pour l'adhération. D'accord. Pour être adhéré. Donc, on vous retrouve sur Facebook, sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc on retrouvera toutes les informations sur Facebook, Twitter pour s'inscrire, pour justement faire une formation. Il y a le lien que je trouve. Bon, on fait des formations en termes de réhabilitation. Déjà, on a fait le côté psychologique, le côté économique qui est passé très très bien, le côté juridique. Mais le côté économique, parce qu'en général, quand on parle d'argent dans le couple, ça peut créer quelques tensions. Justement, on essaie d'apprendre aux couples comment gérer leur mariage, quels les domaines, tous les domaines. On n'a pas encore terminé la formation, bien sûr, elle est en cours. C'est 10 mois, c'est une fois par mois. Ça a commencé l'année dernière, vous étiez venu sur le plateau pour l'annoncer et dire tout ce que vous alliez faire. Exactement. Ça fait maintenant moins de 10 mois. Voilà, je suis venue en juin. Voilà, exactement. Voilà. Donc on a avancé, beaucoup on a avancé. Bon, les formations qui se font, c'est-à-dire... C'est les formations qui sont destinées aux couples. Il faudrait qu'ils soient présents tous les deux, ou il y a des jours où c'est pour les femmes, pour les hommes. Comment que ça se passe en général? Ça dépend comme ils veulent. La femme, c'est la première qui vient. Oui. Après, mais pour assister aux cours, justement, est-ce qu'il est préférable de venir à deux pour écouter les deux? S'il veut venir. Oui, s'il veut venir. S'il veut venir, s'il veut par téléphone avec le professeur. Et comment persuader son mari de venir? C'est difficile. Justement, c'est un travail à faire et apprendre. C'est un travail à faire. On doit lui parler. Il peut appeler. On a déjà eu des partenaires. Il a parlé avec le professeur par téléphone. Il ne peut pas assister, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Donc c'est madame qui vient pour assister, pour avoir le maximum d'informations, et elle essaie de partager avec lui tout ce qu'elle a appris pendant la formation. Voilà, donc très bien. Elle reçoit des informations, des thérapies. Oui. Et ça peut un centre d'intérêt commun de faire des formations ensemble ou de faire des activités ensemble, parce que souvent avec la vie de couple et quand les enfants sont là, on a tendance à oublier le couple amoureux, le couple initial de base. Et on devient papa et maman qui s'occupent des enfants, on doit faire les courses, on doit nettoyer, s'occuper des enfants, les éduquer. Et puis on oublie qu'on a été d'abord un couple. Et faire des activités ensemble, ça peut aider. Énormément, j'adore l'initiative parce qu'en fait, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se dire je vais en thérapie, je vais en formation. Oui. C'est une excellente façon que vous faites un petit peu d'amener les couples à évoluer, à se remettre en question, parce que c'est juste une formation, ça peut être popissime. 3-4 jours. Oui. Et oui, bien sûr, faire des choses ensemble, c'est-à-dire on s'occupe de l'enfant. En fait, on part du principe qu'être en couple, ce n'est pas un voyage, c'est pas une escale. Oui. C'est pas un voyage court, c'est pas aller de faire Alger-Oran ou Alger-Paris. C'est un long voyage, c'est un voyage au long cours. C'est un long voyage. Il peut y avoir des perturbations. Bien sûr. Ça se prépare. Ça s'entretient. On peut, si vous voulez, recaler ou recadrer, ou je ne sais pas comment on dit. Les orienter, les mettre dans la bonne route. Se réorienter dans la trajectoire. On peut faire des pauses, on peut visiter quelque chose. Juste voir un petit peu le couple comme un voyage au long cours, avec plein de choses qui vont arriver. Il y a des enfants,
Il y a des gens qui vont être la famille de l'autre. Les conflits, c'est normal, sinon ça serait ennuyeux. Vous imaginez un jeu, je ne sais pas si vous aimez les jeux, je sais pas, Super Mario Bros, c'était à l'époque, j'adorais ça. S'il n'y a pas d'obstacle, Oui, c'est après, quand c'est trop ennuyeux. facile, c'est ennuyeux. Voilà, c'est Exactement. ennuyeux, voilà, exactement. juste ne pas rester dans la chronicité du conflit, avoir conscience que l'autre n'est pas la cause de notre malheur et que l'autre n'est pas aussi notre sauveur. Apprendre, il n'y a pas mieux que d'apprendre, se renseigner, les moyens d'accès, de communication, nous permettent. Faites une recherche, تلقاي tout ce qu'il faut sur le couple. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Comment gérer un conflit? Et surtout la pratique, parce que c'est bien beau d'apprendre des choses, c'est bien beau d'écouter des émissions comme ça. Seulement, si on ne pratique pas et on ne se dit pas, tiens, allez, c'est ma vie, je la prends en charge, je vais essayer, je vais commencer à pratiquer. Mon partenaire, on m'a dit que je n'étais pas censée lui parler avec le tu, je commence à ne plus parler avec le tu. Et ça va venir progressivement, c'est pas du jour au lendemain. Je m'entraîne à lui parler avec le je. Je m'entraîne à me dire, c'est pas le moment de parler. Voilà, il faut laisser passer. Je respire, il suffit de faire 5 respirations. J'arrête pas d'en parler. Oui. 5 respirations, cohérence cardiaque, je vais me calmer. Ensuite, je me dis, les émotions ne sont pas bonnes conseillères. Et ensuite, je vais me dire, est-ce que ce conflit, je vais revenir au conflit. Je me dis, je vais parler de la source de conflit, je ne vais pas parler de mon partenaire. Je ne vais pas parler de sa famille, je ne vais pas parler des enfants, je ne vais pas parler du hachi ou rachi comme on dit. C'est une question de vaisselle ou d'argent, je reviens sur la vaisselle et l'argent pour en parler. Et autre chose, Mounia, qu'on oublie dans le couple, c'est que je ne peux pas demander à l'autre d'être perdant tout le temps. Oui. Le principe du couple, c'est gagnant-gagnant. Quand je dis gagnant-gagnant, c'est win-win, c'est-à-dire ce que tu vas faire ne va pas être au prix de ce que je vais faire. C'est comme si on va trouver un compromis. T'aimes faire la vaisselle? Non. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider pour les factures? C'est toi qui t'occupes des factures, Bark. Moi, je ne touche pas du tout. Vous voyez, c'est-à-dire on va demander à l'autre qu'est-ce qu'il aime faire comme un équilibre. C'est pour ça qu'on parle de win-win, gagnant-gagnant. Mais je ne peux pas demander à l'autre de tout faire et dire à l'autre ensuite « Ana ndir kulch ». Je ne donne pas à l'autre la possibilité, mais j'ai un ou alors faire tout et materner l'autre et du coup après reprocher à l'autre d'avoir tout fait sans lui avoir rien demandé aussi. Savoir lâcher. Voilà, je pense que vous leur apprenez ça. Bien sûr, bien sûr. Je pense. Voilà, si on pouvait donner un dernier conseil aux téléspectateurs, couples, aux futurs couples, aux mariés qui ont déjà 30 ans de mariage, comme ce qu'on a vu pendant le micro-trottoir, ce serait quoi? Bon, pour le 30 ans de mariage, c'est lui qui nous donne, je pense. Donc, communiquer. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir être créatif dans la vie. Il faut savoir être souple, que ce soit l'homme ou la femme. Laisser les problèmes derrière. Quand vous rentrez à votre maison, vous avez une harmonie à la maison. Ne pas ramener les problèmes de travail ou de l'extérieur à la maison? C'est inutile, c'est inutile. Et si le mari ne veut pas parler, c'est pas la peine qu'il partage avec vous la journée, c'est pas la peine. Je n'ai pas censé savoir comment il a passé la journée ou le contraire. Donc, le plus important, on donne des opinions. On leur dit que c'est nos opinions, c'est pas une vérité, c'est une opinion. Donc, c'est à vous de créer, c'est à vous de créer votre propre vérité, ce qui vous convient à votre couple. Voilà, exactement. Donc, très bien. Et communiquer, surtout communiquer à table, bien, un dîner bien, aller à la plage, au bord de la mer, discuter. Voilà. Donc, très bien. Oui, Amel. Moi, je dirais qu'une des plus belles expériences qu'un être humain est censé vivre, c'est l'amour. Alors, vivez, aimez-vous, vivez l'amour, c'est un sentiment magnifique. Je ne parle pas de ce qu'on voit à la télé, mais l'amour conscient, où on accepte que l'autre est un être humain comme nous, une créature divine, et que l'autre, je suis là pour le connaître, pour le découvrir, et vice-versa. Moi, le seul conseil que je dis, vous vivez l'amour, c'est une des plus belles expériences de vie. Très bien, merci. Alors, docteur Amel Lahrache, hypnothérapeute, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé toutes ces informations et ces conseils avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Mounia. Madame Nawel Ben Saïd, vous êtes psychologue de l'association Mashroua Usrati. Merci à vous aussi d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Et on retrouve Mashroua Usrati sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter, tout ça. Voilà. Très bien. Merci à vous, mesdames. Et tout de suite, nous passons à la partie rubrique, tout de suite après cette petite...
Kbir ce soir parce qu'on l'attend tous et je pense qu'on est tous sous pression. Ils nous ont rejoints, les chroniqueurs du mardi. C'est pas grave, c'est le stress. C'est la pression du match. Oui. Ce soir, on pense qu'à ça. Alors, Wahida Selbchrif, bonjour. Bonjour Monia. Marhaba bik. Merci. Et Mohamed Mellak, bonjour. Monia. Marhaba bik. Merci. Quelle pression? Ah non, Ça va confiant, ça va. Confiant? Oui. Oui, on passe. Oui, tranquille. Oui, on passe. Oui, on a intérêt. Moi, je suis l'Algérienne, on a intérêt de passer. Voilà. Oui, on fait les critiques. Hein, donc, quand on regarde le match, mais lui, il a fait ça, mais lui, il aurait dû faire ça et tout ça. Et Belmadi et ceci. C'est vrai qu'on se met tous. On a tous des Belmadi chez nous. Voilà, exactement. On a tous des spécialistes à la maison et on se met toujours à penser à quoi c'est les On ne autres. veut pas perdre. Les Algériens, mais comme ça, on est Oui. tellement dans l'événement et tout. on se dit- Justement, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on avait on parlait de couple et tout ça. Et puis, l'intervenant dans le micro-trottoir disait de Menasroun, les Algériens. vraiment C'est ça. exactement ça, même pour le foot. Surtout pour le foot, je pense. Pour le foot. oui. Voilà. Alors, tout de suite, c'est NutriSavvy. Dans NutriSavvy, ce sera avec toi dans un moment, mais après le jingle. Voilà. Avec Mohamed aujourd'hui, dans NutriSavvy, on parle de score, pas de ce soir, mais de Du score Nutri-Score. nutritionnel. Exactement. Qu'est-ce que le score nutritionnel ou le Nutri-Score? Alors, qu'est-ce que le score nutritionnel? C'est tout simplement un système d'étiquetage qui est nutritionnel, donc qu'on va retrouver généralement quand on dépose au niveau des emballages des produits qui sont vendus en grande surface, et qui présente 5 niveaux. Chaque niveau est représenté par un code couleur et une lettre. Et une lettre. Donc on part de la lettre A, la lettre E, donc, et du vert en allant vers le rouge. Très Le bien. vert, c'est une couleur qui est censée un peu rassurer, et le rouge, Ça représente la généralement, nature, le vert, le hashish. Donc on se dit, voilà, on le est rouge plutôt c'est à l'aise. dangereux. Le rouge c'est le danger, donc il faut éviter. Donc il est présent donc au niveau des Sur les emballages, sur donc. les emballages, il juge surtout la qualité nutritionnelle d'un produit. D'accord. À quoi il sert au juste? On le voit déjà en image, on Oui. voit le A, B, C, A, B, C, D, D, E. Voilà. Donc du Donc- vert, un dégradé en allant du vert jusqu'au rouge. À Donc, quoi il sert au juste? Il a un rôle d'abord pour faciliter le choix des produits par un consommateur. Parce que le consommateur décide par exemple d'avoir une approche plutôt saine et commence à faire attention à son alimentation sans pour autant avoir des connaissances nutritionnelles vraiment approfondies. Donc, C'est vrai censé que- faciliter un peu. C'est vrai qu'on en parle encore de plus en plus et même on le voit aussi sur les réseaux sociaux, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange, au sport qu'on doit faire, il faut faire du sport, manger des légumes, C'est un peu la manger tendance ceci. actuelle. C'est exactement, c'est la tendance, c'est la mode et dans ma famille, ma vie, on le dit aussi souvent. Donc du coup, ça nous faciliterait la tâche d'avoir un Nutri-Score sur les Un emballages. petit symbole, Oui. un peu très simplifié, très simple, facile à lire, facile à voir, donc, sauf si on est daltonien bien sûr. Oui, Mais, à ce moment-là, on se réfère aux lettres. Voilà, on va Voilà. se référer aux lettres, donc il y a toujours un moyen de pouvoir un peu comprendre ce que le symbole essaye de nous donner. Donc on n'aura pas besoin de retourner le produit et prendre une loupe parce que Si. c'est souvent écrit tout petit. Quand même, justement, on va D'accord, arriver alors- un peu à ses limites pour voir que le Nutri-Score Donc n'est ça a pas des limites. vraiment- ça a forcément des limites. Comment il est Donc, calculé? Alors, comment est calculé? Le Nutri-Score, c'est une équation, une formule scientifique qui va pour 100 ml d'un produit ou 100 grammes d'un produit, pondérer entre ce qu'on appelle des éléments favorables et les éléments défavorables que le Nutri-Score juge, bien sûr. Il est paramétré, donc il a... alors, quels sont les éléments que le Nutri-Score juge comme étant Favorable, favorables? oui. Lorsqu'un produit renferme ce qu'on appelle des fibres alimentaires, des légumes, des fruits, des légumineuses, des protéines aussi. Ce sont des éléments qui vont justement balancer, qui vont tirer le produit comme Vers le étant vert. Vers le vert, voilà. Voilà. Et contrairement, lorsque les éléments qui peuvent justement tirer le produit vers le rouge, ce rouge. sont les éléments que lui juge défavorables. C'est un algorithme tout simplement. Alors, quels sont les éléments défavorables? C'est tout simplement lorsque le produit est considéré comme étant surenrichi en matière grasse, en sucre, D'accord. en sel ou tout simplement en calories. D'accord. C'est plus le produit est calorique et plus il est vers le rouge. Il tire vers le rouge, plus il a de la matière grasse, plus il va vers le rouge, le sel, le sucre. Mais il a ses limites. Mais là, justement, il a justement ses limites. La toute première limite, c'est justement le fait qu'il ne présente pas il présente plutôt une approche qui est plutôt globale de la nutrition, puisque on rappelle que le Nutri-Score, il dresse le profil nutritionnel d'un produit. Donc l'approche, elle est
très globalisé. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenir compte de tous les aspects de la nutrition. C'est-à-dire la composition en vitamines d'un produit, son processus de fabrication, sa composition, ce sont tous des données qui ne sont pas calculées au final. Qui ne sont pas calculées, ne sont pas prises en compte par l'algorithme Nutri-Score. Donc si ça a beaucoup d'additifs, voilà, de et tout ça, c'est pas... tout ce qui est chimique, c'est malheureusement des paramètres qui ne sont pas pris en compte par le Nutri-Score dans sa manière de juger un produit. Ce qui arrange aussi les industriels. Beaucoup. Justement. Parce qu'on peut tricher en quelque sorte. On peut tricher en quelque sorte, puisque tout simplement l'algorithme Nutri-Score ne prend pas. L'approche elle est très globalisée. La deuxième limite du Nutri-Score, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un contexte individuel. C'est-à-dire pour les personnes qui suivent un régime qui est particulier, qui sont diabétiques ou ils ont la maladie cœliaque, malheureusement, ils ne peuvent pas se référer au Nutri-Score pour justement choisir leurs produits et est-ce qu'il est justement apte à être inclus dans... Donc dans le Nutri-Score, on n'a pas le fait que ça soit pour les cœliaques sans gluten ou alors avec... pas de sucre, d'autres substituts. Non, justement, il ne prend pas en compte ce genre de paramètres. Et le paramètre le plus important, c'est le fait qu'il ne différencie pas entre les sources de graisse et les différentes sources de sucre. Le meilleur exemple, c'est celui des oléagineux. Tout ce qui est amandes, noix, noisettes, sont des produits qui sont naturellement surenrichis en matière grasse. Oui. C'est dans leur nature. Mais par contre, il s'agit d'un gras qui est très essentiel à la santé humaine et à la santé mentale surtout. Voilà. Mais malheureusement, du fait qu'ils sont riches en matière grasse, la balance, selon le Nutri-Score, va tirer vers le rouge. Donc plutôt vers l'orange. Donc du coup, un paquet d'amandes, on va le trouver dans les grandes surfaces, noté sur un C. Un C. Alors que normalement, c'est un A. Et on peut trouver aussi des céréales pour le petit déjeuner avec un peu de sucre et beaucoup d'additifs et tout ça. Mais qui sont tirés vers le A. Qui sont tirés vers le A, alors que les amandes sont beaucoup plus intéressantes côté nutrition que les céréales. Il ne faut justement pas les exclure d'une alimentation saine. C'est les principes de base d'une alimentation saine. Et également, le dernier exemple, celui des produits laitiers. Parce que le lait entier, les crèmes et tout, ce sont des produits qui sont naturellement riches en graisse, mais qui apportent quand même des nutriments essentiels à la santé qu'on ne peut pas exclure si on veut adopter un mode de vie qui est sain. D'accord. Donc en conclusion, apprendre ou à laisser le Nutri-Score. D'abord, c'est une très bonne initiative et un très bon point de départ pour une personne désirant changer de style de vie et changer de son alimentation, faire beaucoup plus attention. Donc l'approche, elle est là et comme on dit en arabe, Nia commence déjà par le Nutri-Score. Oui. Par contre, il ne faut jamais oublier que dans un coin de sa tête que le Nutri-Score est une indication globale, qu'il faut quand même se référer à d'autres informations pour justement juger si le produit est apte ou pas à être inclus dans son régime alimentaire. Alors, ce serait bien de l'adopter en Algérie, mais de le modifier, on va dire, en quelque sorte, pour prendre en considération tous les points qu'on vient de citer. De la nutrition. Voilà. Donc, l'algorithme doit un peu être révisé. Et doit vraiment toucher à tous les pôles de la nutrition, surtout les plus importants comme l'utilisation d'additifs, les processus de fabrication qui sont très importants à prendre en compte dans le choix de notre alimentation. Et si d'ici là que le Nutri-Score arrive à joindre l'utile à l'agréable, je pense que c'est vraiment quelque chose qui risque de révolutionner le monde de la nutrition. Très bien. Merci Mohamed. Très intéressant. Merci. Et nous passons à la rubrique de Wahida. Tu sais comment elle s'appelle sa rubrique ? C'est une question petite colle, le quiz. Les deux, ورقة نص ورقة ودير لا دات وما نعطوك لا نوت. فرد فجائي. Wisher avec Wahida après le jingle. Wisher. On parle de Palestine. Vous avez vu avec tous les événements qui sont en train de se passer actuellement, malheureusement, on en parle toujours, c'est triste de le dire toujours. C'est avec un pincement au cœur. Vous avez remarqué quand les familles courent dans les rues, donc ils ont des petits trucs avec eux, c'est des petits sacs qu'ils appellent eux dans leur langage chanta. Donc vous avez remarqué des petits sacs, ce sont des sacs en plastique, des petits cartables que malheureusement plus tard se transforment en autre chose parce qu'on a eu un événement marquant du petit qui avait son cartable sur le dos. Donc on ne va pas vous rappeler cette petite histoire qui est très touchante. Donc vous avez vu, là des petits sacs, on les voit tout le temps, que ce soit des sacs en plastique, là c'est un petit cabas de sport et bien sûr le drapeau blanc malheureusement.
Ça s'appelle le Shanta. Alors comment ils font les Palestiniens en ce moment, surtout ceux qui sont sur la bande de Gaza? À l'entrée de leur foyer, ils prennent un petit sac, ils mettent tous les documents importants, leurs identités, des médicaments pour ceux qui ont certaines maladies, donc ils mettent tout devant leur porte. Et à peine quand ils reçoivent malheureusement l'alerte ou les messages, malheureusement on les a vus, ils reçoivent des textos sur leur mobile pour leur dire évacuez vos foyers, dans quelques secondes, vous allez être bombardés. On ne leur laisse plus le temps de fuir, donc on ne leur laisse plus le temps de prendre ce qui leur appartient, leurs affaires. Voilà, on les voit. Généralement, c'est des petits sacs où ils essaient de prendre un peu leurs bijoux, surtout leurs documents. On a vu des Palestiniens qui ont pris leurs documents et ils les ont mis attachés dans leurs vêtements. Et c'est ça le plus important pour eux, parce que si toutefois ils réussiront à s'en sortir et à essayer de courir, on retrouvera toujours, en cas de blessure ou autre, on retrouvera toujours leur identité, leur dossier médical, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des personnes qui sont malades. Et parfois, quand on est en temps de guerre, c'est un peu la crise, on ne sait pas qui prendre par rapport aux premiers soins, qui le prendre avoir ces documents-là, même si on est blessé ou quoi, on ne peut pas exprimer forcément ce qu'on a ou ce qu'on prend comme médicament aussi, on ne se rappelle pas, avoir ces documents, c'est toujours bon pour les médecins et pour ceux qui interviennent, pour savoir ce qu'on a au juste. Oui. Exactement. Et puis quand on a les pièces d'identité, j'ai remarqué, j'avais vu un truc qui m'a vraiment touchée, c'est que les Palestiniens essayent, en plus d'utiliser leur corps pour noter leur nom et prénom et leur résus, c'est qu'ils mettent sur des papiers le nom, prénom des personnes. Parce que parfois, quand ils sont en train de fuir leur maison pour fuir les bombardements qui sont anarchiques, donc ils n'ont même pas le temps de prendre ce qui est essentiel. Donc ils prennent des bouts de papier, des stylos, ils notifient leur nom, prénom avec leur âge et surtout leur résus. Parce qu'en cas de blessure, parfois ils ont besoin de... Ça facilite l'intervention. Exactement. Donc en cas d'urgence, au moins ils ont les informations essentielles pour essayer de les sauver. C'est triste, ça m'a rappelé un peu une petite année où on a vécu un peu la peur, c'était lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Algérie. Donc je pense que vos parents ont dû faire la même chose, c'est de garder les papiers. Oui, dans la période du tremblement de terre, on avait un petit sac où on mettait l'essentiel, les papiers d'identité, les ordonnances par rapport à personnes qui étaient malades et tout ça. Nous, j'étais pas en Algérie à cette époque et c'était quand même assez alarmant de voir ça. De voir ce qui se passait, oui, c'est clair. C'était assez... choquant. Oui. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'étais au lycée et je me rappelle, la prof nous a dit « Écoutez, on va vous donner des petites instructions, paniquez pas et tout, mais dites à vos parents de ramasser tout ce qui est... Tout ce qui est essentiel. Tout ce qui est essentiel, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est papier et documentation, mettez-les à l'entrée de la maison. » Mais c'est vrai qu'on les a mis, mais à un moment donné, on ne se rend pas compte. Dès qu'il y a un petit tremblement de terre, on se met à courir. Donc, imaginons les Palestiniens, comment ils sont en train de vivre ça tous les jours. Voilà, donc ils laissent tout derrière eux. J'ai vu un parent qui a autorisé à son fils d'apporter avec lui quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. C'était... il y a ceux qui choisissent un jouet. On a beaucoup vu des personnes avec leur chat. Vous avez vu des enfants courir avec des animaux de compagnie. J'ai vu quelqu'un avec une petite cage et son oiseau avec lui. Donc c'est ça pour lui le plus précieux et le plus important pour lui que d'apporter ses papiers ou autre. Oui, pour les enfants, oui. C'est clair, c'est un petit doudou, une petite peluche, le chat avec qui on parle souvent et qui est notre confident, qui nous rassure. C'est le plus important, c'est clair. Exactement. Voilà. Et là, justement, un enfant, un peu, ça va l'aider à gérer son traumatisme. Oui, sincèrement, pour eux, c'est très dur. D'ailleurs, on leur souhaite bon courage. Ils jouent cet après-midi. Aujourd'hui, en parlant de foot, c'est vrai. La Coupe d'Asie, oui, la Coupe d'Asie. Ils ont plutôt une équipe assez accrocheuse aussi. Exactement. Oui, très accrocheuse. Il faut dire aux téléspectateurs que tu es féru de foot, que tu t'intéresses beaucoup au football. Comme tout Algérien. Pas forcément. Oui. Il y a ceux qui s'y intéressent. Chez nous, on a un brin d'ADN qui est un peu... Il y a ceux qui s'y intéressent pendant les grands événements, exactement. Et puis il y a ceux qui suivent ça tout le temps. Donc toi, tu es plutôt du style à suivre ça souvent. Assez souvent, oui. Voilà. Oui. Donc qu'est-ce que tu penses de l'équipe palestinienne ? Elle est accrocheuse et elle représente tout simplement l'identité d'un Palestinien. C'est quelqu'un qui est fier de sa nation, qui affiche avec fierté ses couleurs et ils sont vraiment des ambassadeurs de leur nation. Et c'est dans des événements pareils qu'on tient compte justement de l'importance d'être palestinien. Et on leur souhaite bon courage aussi pour qu'ils puissent se qualifier. Inch'Allah. À quelle heure ils jouent ? Normalement 16h. Avant nous. Donc 16h.
Oui. On va voir, on aura le temps de regarder le match des Palestiniens et 21h, c'est l'équipe C'est l'équipe nationale. nationale. Le temps juste de faire une petite pause, ressortir, retomber de nos émotions. Et Non, on aura aussi le match ce 18h, notre groupe, le groupe C, Oui. pour justement. C'est qui dans qui les- joue? Vous savez, je suis perdue, je vais vous dire la vérité. Je ne suis que l'Algérie. Après, quand on me dit oui, mais tel match est important et tel match est Voilà. important pour l'Algérie, après je suis un petit peu perdue parce que pour moi c'est que l'Algérie qui joue et les calculs, je suis perdue dedans. Donc le match 18h, pourquoi il est important? Tout simplement pour s'intéresser à ce qu'on appelle les meilleurs troisièmes. Il D'accord. faut savoir que depuis 2019, la Coupe d'Afrique accueille maintenant 6 groupes, plutôt que 4. Et on a rajouté donc des huitièmes de finale. Pour D'accord. former des huitièmes de finale, il faut 16 équipes. Or, D'accord. avec les 6 groupes, si on se contentait des 2 premiers, on n'aura que 12 équipes. D'accord. Donc il faudrait combler 4 équipes. Quatre équipes, Et on oui. va puiser ces 4 équipes en regardant le classement de tous les troisièmes de chaque D'accord. poule. Donc actuellement, grâce au match d'hier, Oui. on a quand même une sacrée chance, plus juste de en chance. faisant un match nul, de passer en tant que meilleur troisième. On D'accord. remerciera jamais assez le Mozambique pour Ils nous son ont fait égalisation. Voilà, Oui. pour la petite fleur qu'il nous a offert. Et on tâchera. Bon, on ne se contentera pas des miettes. Oui, on, bah on va essayer de s'imposer et finir premier. Inch'Allah. Et le 18h, c'est qui joue? C'est le groupe C. C'est le franchement, je sais groupe plus. du. moi, tant que j'ai vu la Tanzanie, ils Combien avaient ils jouent égalisé hier. Bon, parce que je calcule un peu. Hein. J'ai vu qu'ils nous ont un peu facilité la tâche. D'accord. J'ai dit, mais attention, il faudra toujours gagner parce que tout le peuple attend cette victoire ce soir. Exactement. Et moi, je suis sûre de quelque chose, c'est que Mahrez va marquer un but ce soir. Oui, Je suis sûre de Oui. ça. Oui. On espère. Donc un pronostic pour ce soir, moi je suis perdue. Je suis complètement, je vous dis la vérité, je suis perdue dans le foot, dans les calculs et tout ça. Je En tout cas, suis pour le match. éviter les calculs, il faut juste gagner. Voilà, tout Ça simplement. permettra de cacher la calculatrice. Donc ce serait bien qu'on et- gagne ce soir pour que pour ça soit éviter clair tout- et tout- net et pour que voilà. ça fasse Et plaisir à un tout le monde 3-0, aussi. ça nous fera plaisir. Oui, ça Oui, ira bien avec la c'est chanson. assez ambitieux quand même. Il faut. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe mauritanienne? Moi je la connais pas, je sais qu'ils ont un goal qui est très grand et après, ça va être difficile de mettre la balle dans le... 1m95 exactement. Mais Exactement. attendez, un gardien de but. Doit être grand ou petit? Non, justement s'il est grand, il couvre la hauteur, mais Il ne tirs- couvre pas les... Justement, son point de gravité il est quand même assez haut par rapport à la terre, donc il aura tendance à un peu être en retard lorsqu'il aura des transversales. D'accord. Oh là là, Ah bah, plutôt. on Un point de apprend- gravité qui on est plutôt apprend bas. plus avec Non, lui. c'est plutôt. Et puis nous aussi, on a un gardien qui est assez fort aussi. Il faut lui faire confiance. C'est un jeune aussi. Non, clairement. Il joue très bien, donc oui, pourquoi pas. Il faut juste respecter son adversaire parce que la Mauritanie, ça doit, Voilà. ça doit être Bien sûr. respecté. Et voilà, elle a respecté et elle a s'imposer tout simplement. Inch'Allah. Qu'on gagne ou qu'il perde, le plus important, c'est qu'on se qualifie. J'aime bien quand on gagne ou qu'ils perdent. Bien. Donc un pronostic et on se quitte après ça. 3-0. 3-0, d'accord? Je dirais 2-1. D'accord. Moi je dirais du coup 2-0, pourquoi pas, Oui. Inch'Allah. Oui, Voilà. Inch'Allah. Voilà, je les ai un peu respectés avec un but et c'est tout. Alors merci à vous deux pour ce petit moment et puis on se retrouve demain Inch'Allah. à partir de 10h30. Donc si on gagne ou si on s'y viendra perd, on sera de très bonne humeur demain à 10h30 pour un nouveau numéro de Ma famille, ma vie. Sur ce, je vous dis à demain.